Je sais pas si vous avez remarqué, mais la servitude volontaire, c'est pas super. Non, ça marche pas du tout. Hi guys, I hope you are doing well, and today we're gonna... Mais je parle pas anglais, je parle même pas anglais. Salut les gens, aujourd'hui on va parler de littérature jeunesse. Et alors je vous entends déjà, ouais mais Frafnir, ici on est dans une émission à télo, on écoute du jazz, en lisant de la littérature pour adultes, tu vois. Mais gros, t'as une caméra, alors déjà tu vas baisser d'un ton. En effet, Interphile, rien à voir avec les courses de fachette, se situe au rayon jeunesse, au milieu de la science-fiction young adult. Attendez avant de vous désabonner. On repère facilement ces étagères en magasin, couvertes de publications souvent anglo-saxonnes, aux couleurs bariolées, qui n'est SF que par sa remarquable capacité à étaler des vaisseaux, des lasers, des extraterrestres, des explosions, des intrigues creuses, à l'image de ce que l'éditeur ou le libraire imagine être la SF. Mais mince, c'est de la littérature censée être adressée à des adolescents, à moins de venir d'une famille de de gens de lettres. De lettres, c'est ça. C'est un moment crucial pour construire une routine de lecture. Après, il faut pas s'étonner si la SF a cette image de littérature pour pré-ados ou adultes retardés. Tout est-il à jeter là-dedans? Eh bien, je pense que le livre que nous allons voir aujourd'hui est intéressant à ce sujet, puisqu'il fait l'effort de rendre les thèmes qu'il aborde accessibles en écrivant simplement, et non bêtement, c'est-à-dire sans prendre ses lecteurs avec condescendance. C'est-à-dire que souvent on a l'impression qu'écrire pour les jeunes c'est plus facile. Au contraire, ça demande plus de réflexion derrière chaque définition, plus d'efforts avec les connexions logiques. Et en plus, c'est pas très valorisé par rapport aux romans de science-fiction ou même autres qui vont étaler des tournures érudites, des mots complexes, de manière assez élitiste en fait. Et puis pour lire de la SF en général, il faut maîtriser certaines références. On peut pas mettre directement du Philippe Cadic entre les mains d'un enfant. Sinon, à 12 ans, ça parle de société sans État. À 15 ans, ça va sur Aurora fonder une colonie agricole en translateur. À 18 ans, ça finit en semi-vie pour éviter que la réalité se décompose. Non, vraiment, c'est pas facile. Ainsi, je vais vous parler d'Interphile d'Antonin Adger, sorti en 2018 aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour commencer, je vais vous résumer l'œuvre, et ce après un de mes génériques que vous attendez avec impatience. Vous avez le droit de dire non. N'oubliez pas d'aller voir la description, donc la description c'est juste en dessous de la vidéo, donc regardez, je vous montre, là, voilà, là, attendez, je regarde, je calibre, là, 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 voilà. Surtout, n'oubliez pas de payer votre cotisation en partie. Je vais essayer de pas spoiler, mais le mieux pour vous c'est d'aller acheter le livre maintenant. Allez, achetez le livre. Donc, l'histoire se déroule dans le futur. J'ai l'impression de déjà vu. Chaque individu est équipé d'une puce dans l'oreille gauche qui régule ses émotions et les retransmet sur le réseau afin de faciliter les échanges et les communications. Ce réseau s'appelle Interphile. Ainsi, par exemple, quand les émotions d'un individu débordent, les individus à proximité le ressentent. Donc, plus de mensonges ni de malentendus. Les gens possèdent aussi l'opale, une invention géniale qui synthétise tous les appareils électroniques d'aujourd'hui et les rend donc tous obsolètes. Le monde, c'est plus une parabole. On nous décrit un gouvernement mondial, des forces spéciales, une cité où les quartiers sont organisés autour d'un point central, les quartiers les plus proches ayant accès au réseau, et les quartiers les plus éloignés, pas forcément. Le personnage principal s'appelle Nathan. Pour des raisons d'anonymat, nous avons décidé de l'appeler Daniel. Daniel a 16 ans. Il fait partie de la première génération à ne pas avoir connu autre chose que le réseau et l'opale. Après un événement violent, il est amené à reconsidérer ses certitudes et il se rend dans les quartiers est peuplés par les sans réseau. Ceux-ci sont traités de manière plus violente par la police et sont montrés que sous leurs aspects contestataires dans les médias. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé serait purement fortuite.
Commence alors une série de complots, résistances, que je ne vous spoilerai pas. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment Interfile aborde la question de la servitude volontaire, et comment nous allons l'interpréter. Le sujet principal, c'est les émotions. Alors c'est quoi une émotion? Pour cela, je me suis appuyé sur Économie des émotions d'Emmanuel Petit, sorti en 2015. Autrefois, on parlait plutôt de passion. Le mot français émotion, qui est utilisé plus tardivement, vient du latin motio, qui signifie mettre en mouvement, et de l'ancien français émouvoir, qui s'écrit esmouvoir. Alors on remarque deux choses. D'une part, ça a un caractère individuel, et d'autre part, ça impulse ou ça interrompt un mouvement. En psychologie, l'émotion n'existe pas en tant que telle. On la classe dans la catégorie des affects, avec les désirs, les humeurs, les attitudes. Une émotion, c'est en sorte une manifestation affective, courte et intense dans le temps. Nous les percevons sur une échelle allant du plaisir à la souffrance, et aussi selon leur implication émotionnelle. Mais c'est aussi un processus physiologique. Rougir, suer, trembler. Elles ont aussi des effets cognitifs, puisqu'elles affectent notre mémoire ou nos sens. Par contre, on ne les confond pas avec la douleur ou la faim, puisqu'elles ont des dimensions de jugement de la situation, d'appréciation. On a peur de quelque chose, on admire quelqu'un. Enfin, elles sont liées à la façon dont se construisent nos goûts et nos préférences, comme lors d'achats compulsifs par exemple. Bonne idée! Colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la joie de vivre? Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici, à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein? T'as rien compris. Qu'est-ce qu'on répond là? D'accord, et ben, donc, toi, t'as qu'à te faire passer pour toi. Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace? Oh si, ce serait génial. Mais c'était quoi ça? C'était pas joyeux du tout. Non, parce que la joie, je sais pas faire. Ah ouais, mais j'avais pas remarqué. Vous avez vu ce que j'ai vu? Oui, absolument. Qu'est-ce qui lui prend? Faut qu'on la cuisine. Enquêtons, mais en douceur, qu'elle ne remarque rien. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Attention, elle nous cuisine. Donc, pour résumer, nous avons tous un savoir-faire qui nous permet d'évaluer l'état émotionnel des individus que nous rencontrons, ou leur humeur. Sa maîtrise dépend de l'environnement ou de la situation. C'est donc une forme de langage. Sauf que tout ce que je viens de dire ne servira plus à rien dans la vidéo. LOL. En fait, l'auteur a choisi les termes anglais feel, feeling, alors qu'il aurait pu choisir emotion. Celui qui juge mon accent anglais, je... Fais gaffe à toi. Les deux premiers mots correspondent plutôt au sentiment, ressentiment, donc exclusivement au caractère social des émotions. Elles étendent le domaine du langage. On peut penser à la honte, la gratitude, la culpabilité qui comportent une dimension morale. Elles apparaissent lorsque l'individu perçoit une violation morale par les autres ou par lui-même. Par exemple, je me casse la gueule dans le train parce que je fais le con. 1. Je ressens de la honte parce que toutes les filles autour de moi m'ont vu. 2. Les autres rigolent parce que l'idée est tombée quoi. 3. Leur empathie est au niveau minimum parce qu'ils ne ressentent absolument pas la même émotion que moi. Ou dans une situation de comparaison, vos émotions sont déclenchées par l'attitude ou le comportement de vos partenaires. Votre camarade fait un brillant exposé, vous êtes jaloux de ce qu'il a fait par rapport à vous. Ou alors vous êtes admiratif parce que c'était stylé. Social. Social. B-O-U-R-D-I-E-U. Social. Silence. Il explosa. Qu'est-ce que je vous inspire? La classe sursauta de frayeur. Quelqu'un murmura. J'ai peur. Bien sûr que vous avez peur. Vous êtes confronté à votre propre opinion, vos propres émotions. Vous ne vous basez plus sur ce que ressent l'autre pour établir votre avis. Vous ne dépendez de personne. Vous n'avez que votre propre interprétation. Vous avez peur, car tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, désormais, est un vide immense. En fait, ce livre s'inspire beaucoup du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, publié en 1576 selon une source Wikipédia. Selon ce dernier, les rapports de domination entre les hommes ne peuvent avoir une cause naturelle. En effet, puisque tous les hommes sont égaux à l'état de nature, comment expliquer qu'ils se soient soumis à un tyran sinon qu'ils aient fait un choix? C'est donc une cause sociale. Ou plus précisément, si les premiers d'entre eux ont choisi de se soumettre face à la force et la violence, les seconds ont choisi de rester dans cet état. Étienne de la Boétie appelle cet événement le malencontre. Dans Interfile, le gouvernement mondial, les forces spéciales, le réseau trouvent tous leur justification, leur légitimité dans la volonté de pacifier la société qui a subi une guerre.
Ça a donc été accepté comme alternative à la violence. On peut imaginer en fait que, face à la crise, les individus se sont posés la question suivante. Est-ce mieux de vivre dans une société pacifiée? 矛盾と不公平の解消された合理的社会の実現、それこそが全ての人類の理性が求める究極の幸福です。完全無欠のシステムとして完成することにより、シビラはその理想を体現する存在となりました。なぜそんな話を私に？今あなたは我々を生理的に嫌悪し、感情的に憎悪している。それでもシビラシステムの優位性と必要性は否定できていない。シビラなくしては現在の社会秩序が成立しないという事実をまず大前提としてわきまえている。正当性よりも必要性に重きを置くあなたの価値基準を。La solution consiste à restreindre les libertés individuelles. Nous avons vu que nos émotions portaient une partie de notre agir, dans le sens mouvement, et aussi une partie de notre langage, donc de notre pensée. En soumettant tout le monde à la régulation, soit en soumettant absolument tous les agirs individuels à l'agir général, on diminue les raisons de la violence au sein du tout. Et on ne pense plus qu'au sein de ce tout. Dite volonté. 人は自らの意志に基づいて行動した時のみ価値を持つと思っている。だから様々な人間に秘めたる意志を問いただし、その行いを観察してきた。そもそも何をもって犯罪と定義するんだ？君が手にしたその銃、ドミネーターを司るシビラシステムが決めるのか？違うよね。それがそもそもの間違いだった。サイマティックスキャンで読み取った生体力場を解析し、人の心の在り方を解き明かす。科学の英知はついに魂の秘密を暴くに至り、この社会は激変した。だが、その判定には人の意志が介在しない。Pourquoi un organe se rebellerait au sein de son corps? C'est chaud. Sauf que j'ai omis un truc. Plein de trucs, arrêtez de critiquer, vous êtes super lourd. Si je pose, est-ce mieux de vivre dans une société pacifiée? Je ne dis pas quelle sera sa forme ni quelle sera sa paix. Avant Interfile, il y avait bien un ordre social, donc mettre en place le réseau, c'est le conserver. Si, à travers la régulation, je rends la violence visible, inacceptable, est-ce que cela ne profite pas aux classes supérieures, dont la violence est intégrée aux règles mêmes du système, ce qui la rend acceptable? Dans le livre, on perçoit nettement une disproportion entre les réactions choquées et haineuses des habitants face aux actions isolées des cyristes, dites cyber-terroristes, et leur indifférence, voire leur approbation face à la répression très violente des quartiers Est. On a vu précédemment qu'il était possible de classer les émotions négatives et positives. La colère, la rage, la haine sont connotées très négativement dans nos sociétés pacifiées, puisqu'elles renvoient à un comportement animal, voire primitif. Vous vous rappelez des stoïciens en Angleterre victorienne qui estimaient que la perfection c'était de ne ressentir aucune émotion? Et bien là c'est pareil. Les classes dominantes créent des règles où la violence physique est inacceptable quand elle vient des classes dominées. Dite classe laborieuse, classe dangereuse. La population sans réseau est marginalisée tant géographiquement que technologiquement. Les médias les traitent comme un groupe d'individus dangereux et incompréhensibles, et la police les traite comme tels. Ils représentent une sorte de contre-feu. Des individus dont le comportement incompréhensible et violent justifie la mise au banc de la société de ceux qui n'ont pas le réseau. Pour revenir à Interfile, le réseau régule les émotions négatives, donc ses utilisateurs ne les ressentent pas, au contraire de ses non-utilisateurs. Quand ils se sont approchés de nous le premier jour, il y avait de la peur et de la haine. Les deux émotions sont généralement mêlées d'ailleurs. C'est encore plus intéressant parce que prendre conscience de sa servitude provoque ces émotions. Elisabeth m'a dit que je ressentais de la haine. Lorsqu'on quitte Interfile, on perd de nombreuses barrières émotionnelles mises en place par le réseau. L'esprit se reconfigure en quelque sorte. Les sentiments les plus réprimés auparavant prennent soudain toute leur place au point de devenir incontrôlables. À la frontière de ce réseau se situe donc la même émotion, la peur issue de la haine. Peur de l'autre, peur d'un monde violent, peur de la perte de ses repères. On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir et toujours, à la connaissance du malheur, se joint le souvenir de quelque joie passée. La nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne. Disons donc que, si toutes choses deviennent naturelles à l'homme lorsqu'il s'y habitue, seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire,
c'est l'habitude. Dans Interfile, le réseau n'existe que depuis moins de 20 ans. Seules les jeunes générations n'ont vécu qu'avec. De même pour l'Opal, qui rend toutes les technologies antérieures obsolètes. Finalement, les jeunes générations sont dans un état de dépendance. Ce que le gouvernement mondial attend, c'est que toutes les générations existantes n'aient connu qu'Interfile. La faiblesse principale de ce système, c'est le rejet de certains individus. Ce qui amène les personnages principaux à se remettre en question, c'est l'action d'un adulte qui a connu le malencontre, qui a connu l'avant. ところでアナーキズムの定義とは、支配と権力の否定です。ただ、混乱と無秩序という意味ではない。そうだ。非人間的な支配システムの否定、より人間的なシステムの構築。非人間的な支配システム。すなわちシビラですよね。マックス・ウェーバーの言葉を借りれば、理想的な官僚とは、憤怒も不公平もなく、さらに憎しみも激情もなく、愛も熱狂もなく、ひたすら義務に従う人間のことだという。シビラシステムは、そういう意味では理想の官僚制的行政に近いかもしれない。ただしそれは、公表されているシビラの仕様が、全て真実という前提の上での話だ。Le livre sous-entend que l'État gère le réseau. Sa puissance vient de la façon dont, virtualisant le monde, il a contribué à l'individualisation de la société. Nathan nota instantanément ce qui avait changé par rapport à son ancien quartier. Les gens paraissaient différents. Chacun était absorbé dans son propre monde avec une telle intensité que seule sa réalité semblait exister. Il n'y avait plus de réalité commune. Les individus sont dépendants du réseau pour garder les possibilités qu'il offre. Un individu qui le rejetterait serait marginalisé, voire rejeté. Pour vous imaginer ça, imaginez qu'un individu décide de rompre avec la société de consommation. Non seulement il perd beaucoup, échanges, confort, relations, et en plus, ça n'a absolument aucun effet sur le fonctionnement global du système. Les gens sont donc dépendants du réseau et de la société qui l'utilise. Parce que l'homme est un animal social, bla 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 bla. Les émotions sont régulées par la puce, donc pour soi mais aussi pour les autres. Nous avons vu le caractère social des émotions, et aussi le contexte dans lequel elles apparaissent. Les rendre visibles, elles le sont déjà mais disons qu'elles ne mentent plus. Les exposent au jugement moral de tous, et donc au contrôle de tous. Le livre commence par une intervention policière où son rôle est de rassurer les individus troublés comme Daniel plutôt que de les contraindre par la violence. Elle fait savoir à ce moment-là qu'elle surveille chacun. On remarque aussi à ce moment-là que le corps policier se réduit à des forces spéciales. On observe dans Interfile une forme de société de contrôle au sens de Gilles Deleuze. Les institutions disciplinaires traditionnelles disparaissent au profit de l'individu qui fait désormais partie de l'institution disciplinaire. Les mécanismes de surveillance sont désormais fonction et partie du corps social. En gros, tout le monde surveille chacun et chacun contrôle tout le monde. Et comme tout le monde sait et voit ce contrôle, chacun modifie son comportement en fonction de ce savoir. あいつはマックス・ウェーバーを持ち出された次の瞬間にはフーコーやジェレミー・ベンサムの言葉を引用して返すでしょう。システムというよりは巨大な監獄ではパノプティコン一望監視施設の最悪の発展系最小の人数で最大の囚人をコントロールする。Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir ouvert quelques pistes de réflexion. Je sais que je parle pas souvent du livre, je pars plutôt en hors-sujet, mais n'hésitez pas à aller le lire. D'ailleurs, big up à Antonin Adjé, c'est quelqu'un de très sympa, donc n'hésitez pas non plus à aller à ses dédicaces. Parler avec un auteur, c'est toujours intéressant. Et puisque vous êtes là, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de la vidéo, félicitations. Ou alors vous êtes directement allé à la fin et sachez que c'est pas bien. Hein. Arrêtez, tout de suite. Je vous vois, hein. Oui, c'est ça, ouais. J'en fais pas souvent et je vous cache pas que c'est pas toujours facile. Pour le partage, c'est vous qui voyez. Par contre, sachez qu'un pouce bleu, si ça vous a plu, c'est toujours sympa. Je ferai sans doute des vidéos plus courtes prochainement pour combler le vide entre les autres. Sur ce, à la prochaine les gens.